par l'hémoglobine glycée. Et vous avez le coefficient de la variation glycémique. Aussi, il n'est pas compliqué à décider, c'est par les écarts types. Il n'est pas compliqué et qui devrait être inférieur ou égal à 36%. Donc, gardez en tête supérieur ou égal à 70% par rapport au time in range. Gardez en tête le coefficient de variabilité qui doit être inférieur ou égal à 36. Et ça, le tour est joué. Voilà. Votre patient, normalement, à côté de l'hémoglobine glycée, si vous l'avez dans la cible, avec ça, super, la partie est gagnée. Enfin, entre parenthèses, je ne sais pas si toujours on a des problèmes avec ces patients, à chaque fois on a des soucis, et puisqu'on a dans cette individualisation de prise en charge, à chaque fois on a des soucis avec ces patients. Surtout des patients, surtout le TDT, avec les complications, hypertension, tout le reste, donc je ne vous dis pas. Donc, il n'y a pas uniquement le diabète. Peut-être c'est plus, entre parenthèses, c'est plus facile de gérer ça avec les diabétiques de type 1, mais c'est très, très compliqué à utiliser, à manier, à essayer d'éduquer les diabétiques de type 2. Normalement, vous constatez ça dans vos consultations. Voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Cette slide résume un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez le dépassement comme hyperglycémie, ce qu'on appelle le TBR, qui lui doit être inférieur à 25, et ce que j'appelais tout à l'heure le TAR, Time Above Range, qui doit être inférieur à 4% dans les 24 heures. Voilà, toujours, j'ai fait exprès de vous donner un deuxième. Regardez ces deux profils. Les deux patients, ils ont un 7% d'hémoglobine glycée. Vous recevez ces patients, vous êtes content, vous félicitez votre patient, mais en fait, ce n'est pas vrai. Regardez le temps qui passe au-dessus et au-delà de la plage voulue du tir, de time in range, par rapport aux patients qui se trouvent en haut, genre le schéma ou bien la courbe d'en haut. Par contre, la courbe d'en bas, vous voyez que ce patient, si vous calculez la moyenne, c'est sûr qu'il est au-delà de 70%. Donc, on est content. Vous voyez? Donc, faites attention par rapport à cette histoire d'hémoglobine qui est dans les normes. Vous êtes bien équilibré et ce n'est pas vrai. D'accord? Parce que ça reste quand même une moyenne entre les pics et les nadirs. Et là, vous allez vous retrouver à la même moyenne d'un patient qui est vraisemblablement bien équilibré. Voilà, ça c'est rapidement, je vous montre le tableau parce que regardez, par rapport time in range à la glyquée, vous avez quand même une corrélation. Regardez le 70%, il correspond à 6,7. Vous voyez? Donc, si vous arrivez à avoir un time in range aux alentours de 70, ce serait génial. Maintenant, vous avez quand même une hémoglobine glyquée cible aux alentours de 6,7. Bon, c'est une moyenne, arrivant entre 6,7 et 7%. Donc, essayez de le faire principalement l'éducation qui reste une arme incontournable. Voilà, donc là, vous avez quand même, lors de vos rendez-vous, quand vous recevez votre patient, insistez à avoir son hémoglobine glyquée, insistez sur le profil sur les 14 jours. Je vous ai dit, même si vous n'avez pas l'appareil, vous pouvez faire le profil, 7 tests sur 14 jours. Vous avez quand même une idée assez intéressante sur le time in range avec le TAR et le TBR. Et sans oublier, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, votre glycémie moyenne et la variabilité. Bon, je disais tout à l'heure parce que souvent, on a des situations assez particulières. On en parle tout le temps, on en parle souvent qu'aujourd'hui, l'individualisation du traitement, pas spécialement pour le diabétique, l'individualisation, parce qu'aujourd'hui, chaque patient est un cas à part. Donc, et pour le diabétique, et pour l'hypertendu, et pour la dyslipidémie, mais je parle de tous les patients. C'est ce qui fait la difficulté de notre travail. Notre travail n'est pas facile, mais on essaie quand même de trouver des solutions à ces situations ambiguës. Là, vous avez un patient qui est âgé, où là, il a un risque très élevé, je parle de risque très élevé cardiovasculaire. Là, regardez le tir, on peut l'apprécier. On est comme dans l'hémoglobine glyquée, on peut être tolérant jusqu'à 8%. Chez ces patients, on peut être tolérant par rapport à ce tir et on peut apprécier au-delà de 50% à la place au-delà de 70%. D'accord? Ne soyez pas très sévère à vos patients parce que sinon, vous allez tomber dans les hypoglycémies et tout le reste. Donc, on préfère être un peu au-dessous des cibles thérapeutiques que tomber dans les complications qui peuvent être, je dirais, même fatales. D'accord? Surtout si ces patients fragiles. Je parlais tout à l'heure de inférieur à 1% et inférieur à 5%. Ça, c'est vraiment les deux extrêmes. Quand on arrive à 250 mg au décilitre et aux alentours de 53 mg décilitre. Voilà. Et là, on sort carrément de la cible la plus intéressante. Mais là, ça dépend des patients. Il faut vraiment contextualiser votre approche. Ça, c'est aussi très important. Comme vous avez votre rôle de médecin, c'est ça. Donc là, c'est beau d'avoir les recommandations, c'est très beau de les avoir sur papier, mais sur le terrain, c'est tout autre.
Mais c'est bien de les avoir, ça va quand même canaliser nos efforts. Ça va nous orienter et avoir une idée sur quelle cible par rapport à telle passion. Voilà, c'est une slide super intéressante qui reprend un peu tout ce que j'ai dit jusque-là. Regardez là, la première, vous avez un diabète de type 1 et de type 2. Ça, c'est un diabétique sans aucune tare, un diabète, c'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, que vous devriez garder de 70%, de 4% pour le tare et pour 25% pour le TBR. Mais regardez à côté, vous avez les personnes âgées et les personnes fragiles. Là, on peut tolérer aux alentours de 50% par rapport au tir. Et là, je bascule un peu par rapport à la femme enceinte, que ce soit une femme enceinte diabétique de type 1, je ne parle pas de diabète gestationnel, c'est une femme diabétique, elle est jeune, elle se marie, elle fait des bébés, elle est en âge de procréer. Donc là, faites attention, on est un peu quand même exigeant par rapport à ces patients. Surtout, c'est remarqué entre la femme, enfin la grossesse, une parturiente diabétique type 1 et la parturiente diabétique type 2, ou bien sur un diabète gestationnel, c'est pas du tout la même chose. Donc par rapport au diabète gestationnel et les femmes qui ont un diabète de type 2, on est très sévère par rapport à la cible. D'accord? Donc là, essayez d'avoir un intervalle cible entre 3,5 à 7,8. Regarde, tout ce qui est en vert, pratiquement, on va dire aux alentours de presque 90% hein, des 24 heures dans la cible. Donc, c'est vraiment pas facile à faire dans le diabète gestationnel. Donc, vraiment, c'est un véritable challenge. Hein. Parce que vous voyez, chez la femme, sinon, elle va avoir un retentissement, tous les problèmes sur le fœtus que vous connaissez, de la macrosomie, et j'en passe. Donc là, si on n'arrive pas à faire l'effort dans ce sens, ça va être vraiment difficile à gérer ces patients. On va avoir des morts unilatéraux, des potrophes, etc. Et j'en passe sur les complications fœtales. Voilà, vous avez votre coefficient de variabilité glycémique que vous devriez retenir, qui devrait être inférieur ou égal à 36%, et vous avez votre tir qui doit être supérieur à 70. Ça, c'est les recommandations, le consensus de la date 2020, qui sont au jour d'aujourd'hui valables. Donc, la mesure du tir ainsi que la glycémie en continu permet la possibilité de modifier des données très percutantes et de maximiser l'utilité de visite chez le professionnel de la santé. Donc là, on revient toujours on la voyons autrement. Parce que d'habitude, on voit le chiffre, on dit « Ah, vous faites beaucoup d'hypoglycémie et d'hyperglycémie ». Mais là, non, on calcule des moyennes, on a un pourcentage. C'est vrai que ça va prendre un temps quand même. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, vous dédiez une consultation pour les diabétiques. Parce que là, vous allez me dire « Mais oui, monsieur, mais pour je sais combien de malades, chaque malade, je vais calculer sa moyenne. » On n'a pas, parce que là, il y a des patients qui adhèrent vraiment, qui ont un niveau intellectuel assez costaud, enfin, assez costaud, je veux dire, juste ce qu'il faut, mais ils peuvent quand même calculer. Mais si on a affaire à des gens, des sujets âgés, ça va être compliqué. Donc, c'est à vous de faire ça. Voilà, c'est le truc. Donc, elle habilite les diabétiques à mieux prendre en charge leur glycémie, parce que c'est à lui d'essayer de… On reste toujours dans l'automesure, mais vu autrement. Même si certains appréhendent, voilà, c'est ce que je viens de dire, le fait que ça va vous prendre du temps dans vos consultes, eh bien, c'est le prix à payer pour essayer d'avoir vraiment une bonne prise en charge de ces patients qui reste global. Qui dit un diabétique, c'est un patient qui fait toutes les complications possibles vasculaires, de l'hypertension. Vous avez remarqué que tous vos patients sont hypertendus, dyslipidémiques, obésité, j'en passe. Donc, essayez au moins, parce que là, le diabète, c'est une maladie générale. D'accord? Ce n'est pas une question de glycémie, ce n'est pas une question de glycémie à jeun ou une hémoglobine glyquée, mais c'est un patient qu'il faut voir en globalité. Alors là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, parce que là, ce n'est pas en une heure ou je sais combien de temps que je vais parler de la variabilité glycémique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres, mais ça reste quand même un truc de recherche. Vraiment, ça bouge. Vraiment, ça bouge. Ça fait couler, je vous ai dit, beaucoup d'encre. Et on aura d'autres travaux. Il y a monsieur Louis Monnier de Montpellier qui a fait beaucoup de travaux sur ça. Donc là, vous avez une publication qui a été faite sur la variabilité chez les patients, le sujet âgé.
Donc là, on reste sur cette histoire de variabilité à long terme qui nous pose problème, je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'à long terme, on apprécie ça uniquement par l'hémoglobine glyquée. Et elle aussi, elle nous pose problème. C'est vrai qu'elle nous donne une idée une fois qu'on a des patients aux alentours de 7-6. Si on a des patients aux alentours de 12%, on sait très bien que c'est un équilibre qui est catastrophique. Ces patients, on doit vraiment insister avec eux. Mais comme la partie n'est pas gagnée, même si vous avez un 7 et vous êtes dans la cible, essayez d'être vraiment à cheval avec ces patients par rapport au tir et par rapport au coefficient de variabilité. Voilà, dans le Lancet, il y a un travail qui a été lancé aussi, ça a été fait, ça a été publié en 2012, qui est très intéressant. Là, également chez les sujets âgés, parce que les sujets âgés, bon, le sujet âgé ou bien pas vraiment le sujet âgé, parce que vous avez les sujets quand même, parce que le diabète de type 2, on voit souvent, c'est vrai qu'on a des 2 jeunes, ça existe, oui, mais souvent, c'est des patients au-delà de 40, de 35 ans. Ou là, donc, mais d'ailleurs, je me rappelle une fois, il me disait, un de mes aînés, un de mes maîtres, le diabète de type 2 le plus jeune, il avait 8 ans. Ça, c'est pour vous dire, les 7, et même on avait des diabétiques type 1 qui se manifestaient tardivement, pas à un âge très jeune. Donc faites attention par rapport à cette notion parce que c'est vrai qu'on ne prête pas attention à ça, mais je pense que ça reste quand même un élément incontournable dans la prise en charge de ces diabétiques, c'est de les bien classer. Je sais que c'est pas facile. C'est vrai que parfois on demande des anticorps, anti-GAD, l'insuline, peptide C, etc. Mais croyez-moi que c'est important. Parce que si vous commencez mal, parce qu'une insulinopénie sévère avec une insulinorésistance, c'est 2 parties différentes par rapport à la prise en charge. Et là, je reviens à mon cas clinique. Donc, le patient de tout à l'heure, Calcito, vous l'avez complètement oublié. Enfin, je reprends un peu. C'est un patient qui a plusieurs complications. Il a fait STEMI, bon, un syndrome coronaire, ça fait 3 ans, et c'est un polytaré, dyslipidémique, diabète, probablement il est sédentaire. Il est âgé de 65 ans, si je crois, 63 ans, je ne me rappelle pas très bien. 65 ans, merci madame. Donc là, vous voyez que c'est un patient quand même qui a assez de tard. Hein. Et là, il y avait quand même de quoi boire et manger. Il y a certains qui parlaient de 7%. Moi, donc, si vous reprenez les recommandations de la Société française de diabéto de 2021, et ça reste toujours la même chose, même si vous prenez l'HAS de 2013. Il n'y a pas un grand changement sur cette histoire de cible d'HbA1c, entre parenthèses. Hein. Parce que là, c'est vraiment le prime abord. L'HbA1c, c'est le premier paramètre qu'on voit, mais on ne reste pas sur cette histoire d'HbA1c. Donc là, moi, je retiens, essayer que ce patient-là doit avoir une glyquée inférieure à 8. Donc, parce qu'il a quand même des tares, il a quand même des complications. Donc là, il ne faut pas que vous soyez très sévère avec ce patient pour qu'il ne bascule pas vers l'hypoglycémie. Et là, vous aurez, c'est quand même un cercle vicieux. Hein. Vous essayez de régler son problème, il tombe dans les hypoglycémies. Et voilà, on retrouve à l'agressivité de l'endothélium, qui est quand même la cible de l'agression d'hyper ou d'hypoglycémie. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure le profil. Premièrement, vous remarquez sur ce profil que c'est vrai qu'on a des hyper et des hypos assez profonds. Mais ce qui vous doit attirer votre attention, là, ce n'est pas un patient algérien, c'est pas un Algérien, c'est clair. Hein. Il a 10-11 de tests par jour. Remarquez, en bas, je l'ai mentionné. Nous, s'ils arrivent à se faire cette test, c'est qu'on est champion. On est content, on fait Zelda avec ce patient, parce que souvent, ce n'est pas le cas. D'accord. Ce patient, vraiment, vraiment, il est à cheval. Malgré que son hémoglobine glyquée, elle est à 8%, on ne va pas dire que il est vraiment déséquilibré. Mais quand on voit un peu son profil et quand vous essayez de calculer, c'est vrai, ici, sur la diapositive, vous n'avez que 5 jours. Là, ça reste quand même insuffisant. J'ai dit, vous devriez faire minimum 7 tests sur au moins 14 jours. D'accord? Si vous pouvez faire plus, vous faites plus. Et par la suite, vous allez calculer votre moyenne. C'est vrai que la moyenne, on la calcule par jour. Vous voyez un peu. Par jour, vous allez calquer ça sur les 14 jours. Ça va faire vraiment du travail hein, au cabinet. Vous allez passer votre temps à faire des calculs. Bon, j'espère qu'on aura les gadgets bientôt. Ouais. Là, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est…
Voilà, ça, je sais que vous connaissez les sulfates hypoglycémiants qui restent vraiment les premiers pourvoyeurs d'hypoglycémie. Et bien sûr, l'insuline, hein. Il y a des patients qui sont basal-bolus, ça dépend le problème. Moi, si j'ai mis insuline, on a moins d'hypoglycémie avec les basales, les bedtime, contrairement aux rapides et tout le reste. Donc là, vraiment, et on a l'arrivée des nouvelles insulines, enfin bientôt, j'espère, la U300 et le Gludec. Normalement, ça va quand même révolutionner également la prise en charge de ces diabétiques. Voilà, donc comment adapter le traitement de ce monsieur? Bon, j'ai mis arrêt s'il fait des hypoglycémies assez profondes et ressenti, même si elle n'est pas ressentie, c'est encore plus grave, de ce patient, arrêter le sulfamide, surtout, si le sulfamide est prescrit depuis un certain moment. D'accord. Donc là, faites attention par rapport à ça. Et bon, la glargine U10 et U100, elle reste intéressante. Possible, c'est un problème de titration. Je ne l'ai pas mis, c'est vrai, parce qu'on aura les nouvelles analogues de glargine qui sont super intéressantes. Et il y a beaucoup d'études faites sur ça. Et ces analogues donnent moins d'hypoglycémie, mais encore mieux, parce que le problème, c'est l'hypoglycémie chez ces patients, hein, plus que l'hyperglycémie, parce qu'il y a quand même une agression assez importante, avec tous les risques métaboliques que vous connaissiez, principalement neurologiques, même centrales, même le coma hypoglycémiant. Mais on a également, ça donne, il y a des études qui parlent même de variabilité glycémique. Avec ces glargines enfin, je parle de nouvelles insulines qui arrivent bientôt, Inch'Allah, on a d'excellents résultats, surtout vis-à-vis de cette histoire de variabilité glycémique. D'accord. Au-delà. Au-delà. Vous allez voir, c'est au-delà et ça épouse vraiment parce on était content à l'arrivée. Bon, on n'est pas arrivé aux questions, mais vous allez voir que quand je vous montre parce que là, c'était pas vraiment l'objectif de la présentation. Voilà, ça épouse vraiment. On était content quand la glargine U100 elle était là, on était super content. Celle-là, elle fait mieux parce qu'elle est concentrée à 3 fois plus concentration par rapport à la U100. Et vous allez voir, vous allez être très satisfait, j'espère d'ailleurs, hein. Moi, je n'ai pas encore essayé, je ne peux pas parler de... Mais je l'essayerai, enfin, ils sont en train de nous dire, c'est des résultats extraordinaires, vous allez voir, quand Madabina, c'est ce qu'on veut. Et c'est ce que cherchent les patients pour une bonne qualité de vie. Alors, si nous supposons que l'hémoglobine liquide de ce monsieur, là, vous avez la réponse, je sais. D'ailleurs, je réponds non, parce qu'il a quand même une hémoglobine à 8. Et même si on dit que son hémoglobine elle est à 8 ou elle est à 7, on reste toujours réticent. Je vous ai expliqué pourquoi par rapport à cette variabilité. Voilà. Donc, la réponse est non. Sur une hémoglobine glyquée, je ne peux pas répondre. D'accord. Même, ah oui, bien sûr. Et voilà, je reviens à cette histoire de chiffres. Ne traitez pas les chiffres, que ce soit pour une HbA1c ou là, autre paramètre, que ce soit pour l'hypertension ou autre. Ne traitez pas les chiffres. Vous traitez le malade. D'accord. Et là, j'ai mis cette question. Donc là, si vous devriez aller plus loin, quels sont les différents paramètres? C'est vrai que c'est intéressant chaque fois qu'on pose le diagnostic ou bien pour le suivi, la glycémie à jeun est importante, la glycémie postprandiale est importante, mais là, vous avez le cycle qui couvre tout ça. Vous avez votre glycémie à jeun, vous avez la glycémie postprandiale qui est dans le cycle glycémique des 7 jours sur 14 heures, voire 14 jours, voire plus. Et bien sûr, en prenant en considération, ça d'une façon simultanée, pardon, vous avez le calcul de coefficient, vous avez le calcul du tir, et vous avez bien sûr, quand on parle de tir, on parle de TBR et de TAR. Voilà. Voilà la question de tout à l'heure. Le patient, 2 ans avant, il avait quand même une hémoglobine cliquée, elle était à 9,5 et le médecin, il était obligé de mettre une nouvelle thérapeutique. Et là, il a mis l'agoniste du récepteur de GLP1. Et pourquoi pas la DDP4? Bon, la réponse c'est que on connaît l'effet des GLP1, les incrétines, sur la prévention cardiovasculaire, sur l'obésité, parce que quand même, ça agit au niveau central par rapport à la satiété. C'est des patients qui ne vont pas manger beaucoup. Et là, ils vont quand même diminuer leur poids et l'écart important de l'hémoglobine, parce que quand vous avez un écart important, vous voulez avoir une cible de 5,5 ou c'est pas la prescription d'antidiabétiques oraux là qui vont vous aider à avoir la cible. C'est pour ça qu'il a opté pour les agonistes du récepteur GLP1. Et la dernière question, je sais que vous avez la réponse parce que ça donne très bien c'est un natriurétique. D'ailleurs, il y a même, aujourd'hui, on parle même de prise en charge chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque. C'est une molécule qui fait vraiment la une. Oui, c'est les inhibiteurs de la SGLT2.
Voilà, très bien. Et en conclusion, meilleure précision, donc qui dit meilleure précision de la variabilité glycémique, dit meilleur contrôle, meilleure prise en charge. Éviter les problèmes de complications principalement aiguës, c'est l'hypoglycémie, et à la longue, c'est les complications micro et macro. Donc, la disponibilité des outils que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à ce monitorage glycémique des 24 heures qui vous donnera 288 glycémies jour, c'est extraordinaire. Ça vous donnera vraiment une panoramique, vraiment une vision globale de ces patients. Et j'espère que bientôt on les aura. Et voilà, la prise en charge, elle tourne autour d'éviter l'hypoglycémie, limiter cette variabilité et bien sûr avoir la cible. La cible, je vous ai montré pas de l'HbA1c uniquement, mais votre TIR, votre TAR et votre TPR. Voilà le trépied de la prise en charge de tout patient. Je rajoute, ça c'est le coefficient qui est inférieur à 36, rajoutez le TIR. Voilà. Merci pour votre attention et pour votre patience aussi. Je pense, même s'il y a longtemps, le traité, on disait la glycémie agère, glycémie postprandiale. Auparavant, exact, exact. Là, on change un peu le trépied de prise en charge. Merci beaucoup, professeur. Oui. Merci beaucoup, professeur, pour cette excellente présentation. Merci. Passons. On va laisser. Pourquoi il est malade? Parce qu'il avait un érysipèle. J'ai dit, bah, ça a très bien marché. Il avait mal, il ne déambulait pas. Et là, l'infection rentre dans l'autre. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai fait l'infection? Parce que ça déséquilibre le diabète. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ce patient, ne pensez pas, c'est pour ça qu'il faut voir le patient dans toutes ses façades. Pas uniquement la glyquée, là, je rajoute la titration. Revenez parce qu'il fait une infection qui va entretenir ce déséquilibre diabétique. Est-ce qu'en pratique de CGM, c'est un malade sous ADO? Abdeljalil, vous êtes en mute, hein? Et, à votre niveau en consultation. C'est bon, ce que voulez-vous que je vous dise. Le temps qu'on possédera ces gadgets intéressants. Et j'espère que ça va être disponible et bien sûr, ça va être aligné et que les patients peuvent en procurer. Et justement, parce que le DT1, il est remboursé, je crois, pour les DT1 sont remboursés. Dernier, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, professeur, pour cette excellente présentation. Je vous remercie beaucoup. Ah, c'est excellent, c'est excellent. De toute façon, on a appris beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et je sais que c'est le cas de tous les participants, de tous les médecins qui ont participé, bien sûr. Et de toute façon, maintenant, on enchaîne avec la deuxième présentation avec le professeur Bezien, endocrinologue de la clinique Laribert d'Oran. Tout d'abord, on le remercie parce qu'il vient d'Oran jusqu'à ici à Mostaganova, qui les ont employés, bien sûr. Et bien sûr, c'est une référence dans la thyroïde. C'est une référence dans la thyroïde. C'est pour ça qu'on veut qu'il partage avec nous ses connaissances. Merci. Donc, et les questions, c'est après, c'est à la fin. Merci. On n'aura pas besoin de micro, moi je suis une voix qui porte aussi. Oui, Professeur Benzien, si vous pouvez juste changer votre mode de présentation parce qu'on voit la prochaine slide là qui s'affiche. Alors, ça, c'est les techniciens qui. Oui. D'accord. Il faut cliquer sur Display Settings, هذاك الفوقاني, s'il vous plaît. C'est un truc de parce qu'il faut. Je vais essayer de régler ça. C'est ça.
Je note ici. Ça va comme ça? Oui, là c'est parfait. Je vous remercie infiniment et bonne session, Ok. professeur. Dans le cas où j'aurais besoin. Alors, mes chers collègues, bonsoir. Donc, très ravi d'être parmi vous. Je suis particulièrement affectionné par Bonstaganem. C'est toujours un plaisir de venir, de revenir. Ah, comment? Inch'Allah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas Donc, c'est une ville que j'affectionne énormément et une ville que j'aime. On a travaillé énormément ensemble. Et donc, voilà que... Merci pour ce compliment. Donc, je viendrai intervenir dans un thème un peu particulier, mais ça rentre toujours dans le cadre des maladies chroniques, diabète, métabolisme. Et donc, un remerciement particulier pour les laboratoires MEC de nous avoir invités autour de cette magnifique table ronde avec notre collègue et ami, le professeur. Rappelez-moi votre nom, excusez-moi. Bounzira, parfait. Tufek, voilà. Et donc, nous essaierons de survoler, de couvrir des thématiques dont vous aurez besoin dans la prise en charge, que ce soit pour les généralistes, résidents ou même ces spécialistes. Alors, mon intervention va porter sur l'hypothyroïdie. Je suis endocrinologue et donc on voit énormément de thyroïde, même de diabète. Et l'hypothyroïdie, pas de manière générale, mais donc ça va être hypothyroïdie dans des situations particulières. Les situations particulières, il en existe, elles sont très nombreuses. J'ai préféré donc vous me cibler plutôt sur deux situations particulières qui sont la grossesse, pour lesquelles les demandes on est beaucoup sollicité, que ce soit par rapport aux collègues ou par rapport aux obstétriciens, cardiologues. Et l'hypothyroïdie des sujets âgés. Notre population commence à vieillir, même si nous ne sommes pas une population très âgée. Mais nos patients ou nos concitoyens vivent de plus en plus longtemps. Et donc, la moyenne d'âge avance. Et l'âge de mortalité aussi avance. Et on aura à prendre en charge des sujets qui auront des particularités, que ce soit pour le diabète, les dyslipidémies, les maladies métaboliques, mais également l'hypothyroïdie. Donc, deux situations particulières sur lesquelles nous allons donc nous concentrer aujourd'hui. La première, c'est l'hypothyroïdie et grossesse, et la deuxième, c'est l'hypothyroïdie des sujets âgés. Alors, pour ce qui est de l'hypothyroïdie et grossesse, il faudrait savoir que la grossesse est un véritable défi pour la glande de thyroïde, qui doit en permanence, tout au long de la grossesse, adapter son fonctionnement afin de maintenir une homéostasie thyroïdienne, dont le but, c'est de fournir le bébé, le fœtus, en quantité suffisante en hormones thyroïdiennes. Donc, pour cela, il va y avoir donc un certain nombre de modifications physiologiques qui vont s'opérer au cours de la grossesse, dont la finalité, c'est de maintenir cette homéostasie. Donc, ceci implique que l'exploration thyroïdienne ou de la fonction thyroïdienne que vous allez faire au cours de la grossesse, elle peut poser un certain nombre de problématiques pour l'interprétation et la prise de décision. Alors, il faudrait savoir que globalement, la grossesse se caractérise par une augmentation des besoins en hormones thyroïdiennes et qui sont couverts par une production majorée par la glande de thyroïde, mais à condition, je dis bien à condition, que l'apport iodé qui va fournir la glande de thyroïde avec cette matière, par cette matière première qui permet la synthèse des hormones thyroïdiennes soit suffisant, et que la deuxième condition, il faut que la glande de thyroïde soit préalablement indemne de toute affection susceptible donc d'altérer son fonctionnement et ses capacités d'adaptation. Et donc, vous voyez que sur cette slide, la grossesse est caractérisée par une augmentation de la sécrétion de bêta-ACG caractéristique donc de la grossesse. C'est une hormone qui est sécrétée par le tissu trophoblastique, le futur placenta. Cette hormone va se comporter comme une véritable TSH, donc elle va stimuler la glande de thyroïde, ce qui entraîne une augmentation de la sécrétion d'hormones thyroïdiennes périphériques. En retour, l'hormone thyroïdienne va inhiber la sécrétion hypophysaire de TSH, et donc on aura une baisse de la TSH. Parallèlement, donc, la grossesse se caractérise par une hyperoestrogénie et les oestrogènes augmentent les protéines porteuses, et cela va se traduire par une augmentation des protéines totales. Donc, il faudrait que vous sachiez que ce sont les deux caractéristiques, notamment du premier trimestre de la grossesse. Vous voyez, donc à peu près jusqu'à la 20e semaine, T4 libre légèrement augmenté, une TSH légèrement basse, et ceci est dû à cet effet TSH-like de l'hémoglobine, de la bêta-HCG. Alors, mais ceci à condition, je disais, que la glande thyroïde soit préalablement indemne et que l'apport iodé soit suffisant. Alors, c'est ce que nous remarquons sur cette plaque. Notez bien que là, on voit qu'il y a une corrélation pratiquement linéaire et positive entre le taux de FT4 et l'augmentation de l'ACG. Donc, plus l'ACG augmente, plus l'hormone thyroïdienne libre augmente.
quand il s'agit d'une thyroïde indemne, où il n'y a pas d'atteinte auto-immune. En contrepartie, sur la gauche ou sur la droite plutôt, vous avez une patiente qui a un taux d'anticorps anti-TPO positif, donc elle est atteinte par une maladie auto-immune, ce qui fragilise donc la glande de thyroïde. Et vous voyez que les capacités de réponse de la glande de thyroïde à cette stimulation par la CG sont pratiquement amoindries ou écrétées. Donc là, c'est juste une autre façon d'exprimer les choses. Donc, regardez donc le taux d'ACG qui augmente. Et quand la thyroïde est saine, alors la T4, ou plutôt la thyroïde répond parfaitement. Quand par contre la thyroïde est malade, ou plutôt elle est touchée par un processus auto-humain, les capacités d'adaptation donc se trouvent amoindries. Alors, pourquoi tout ça? Donc, les hormones thyroïdiennes, parce que c'est important. Donc, cette adaptation, elle est importante pour la mère, mais aussi pour le fœtus. Hein. Alors, les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour la croissance, pour le développement du système nerveux central, notamment sur un plan structurel. Donc, ils permettent la maturation neurologique fœtale et néonatale, tout ce qui est formation, développement, prolifération, migration neuronale, qui vont intervenir par la suite dans l'intelligence et le quotient intellectuel de l'enfant. Les processus de myélinisation, mais ils interviennent également à un niveau fonctionnel, puisqu'ils permettent l'acquisition des fonctions supérieures cérébrales, tout ce qui est mémoire, intelligence, l'acquisition donc de la parole. Donc tout ça rentre est tributaire en partie des hormones thyroïdiennes. Alors, un déficit en hormones thyroïdiennes pourrait avoir donc un impact non seulement sur le fœtus, mais aussi sur la mère, puisque là, donc, nous notons qu'il y a certaines complications maternelles en rapport avec l'hypothyroïdie, notamment le diabète gestationnel. On peut avoir également de l'hypertension, de la prééclampsie, de la prématurité, l'hématome rétroplacentaire, et donc j'en passe, tout ce qui est infertilité et fausse couche précoce. Alors, pour l'enfant, c'est essentiellement les anomalies du développement neuropsychologique avec une anomalie du quotient intellectuel. Et par la suite, ça va être des enfants attardés sur le plan mental, qui auront des problèmes, des difficultés scolaires. Donc, tout cela peut être en rapport avec ce défaut d'adaptation de la glande thyroïde au cours de la grossesse. Alors, ceci, bien sûr, est évident pour l'hypothyroïdie patente. Qu'en est-il de l'hypothyroïdie? Ça m'embête, hein, c'est vraiment… Enfin. Alors, qu'en est-il pour l'hypothyroïdie infraclinique? Eh ben là, la réponse est apportée par cette étude de cohorte, une étude prospective, qui a porté sur plus de 3000 femmes, hein, dont l'âge gestationnel était compris entre 4 et 8 semaines de grossesse dans une région d'aporiodée suffisant, donc censé avoir donc la matière première nécessaire pour que la glande thyroïde puisse fonctionner correctement. Et donc, cette population de femmes a été subdivisée en 4 catégories, ou je dirais en 5 catégories. L'hypothyroïdie de classe 1, où c'était des femmes qui avaient un taux de TSH supérieur à 2,5, mais inférieur à 5. L'hypothyroïdie de grade 2, où la TSH était supérieure à 5, au-delà de 5. Les patients qui avaient uniquement de l'auto-immunité sans perturbation de la TSH, c'est-à-dire des anticorps anti-TPO positifs ou anti-TG. Et donc, ceux qui avaient une hypothyroïdie grade 1, c'est-à-dire au-delà de 2,5, mais inférieur à 5, avec l'auto-immunité, et ceux qui avaient une TSH au-delà de 5, avec l'auto-immunité. Et là, donc, ce qui ressort le plus, c'est que dès que la TSH commence à déraper, ou plutôt à aller au-delà de 2,5, on assiste à une augmentation donc, de risque de complications obstétricales pour atteindre un niveau pratiquement 10 fois, hein, lorsque la TSH est au-delà de 5 avec un phénomène auto-humain associé. Alors, sur le plan clinique, ça vous le connaissez certainement, reconnaître ou plutôt diagnostiquer une hypothyroïdie pendant la grossesse peut être difficile, hein, parce que souvent, c'est des signes ou des symptômes qu'on pourrait attribuer à tort à la grossesse, les œdèmes, la constipation, la fatigue, c'est tous des signes qu'on voit donc au cours de l'hypothyroïdie, mais qu'on peut attribuer à l'état de la grossesse. Donc, c'est important de savoir reconnaître. À défaut, il faudrait donc aller vers la TSH, hein, qui reste un dosage performant pour déterminer le statut thyroïdien de la femme gestante. Alors, d'emblée, je vous demanderai de retenir 2 chiffres. Hein. Vous avez la TSH 0,2, 4000 unités. C'est normalement le seuil qui devrait déclencher une thérapeutique, un traitement. Et l'objectif de TSH que vous allez devoir vous fixer chez votre patiente et qui est de 2,5 unités par litre. Alors, faut-il pour autant demander une TSH à toutes les femmes enceintes? Aucune recommandation, aucune société savante ne recommande de faire un dépistage à toutes les femmes enceintes, même si on voit des fois quelques dérapages, hein. Femmes enceintes TSH, femmes enceintes TSH, les gynécos, même les cardiologues, à des fois. Mais les deux sociétés savantes, hein, des 2 rives de l'Atlantique, européenne et américaine, ne recommandent pas de faire un dépistage
systématique de l'hypothyroïdie chez la femme enceinte. On le fait donc chez une catégorie bien particulière, hein, les femmes à risque. Ce sont les femmes âgées de plus de 30 ans, celles qui ont des problèmes de dysthyroïdie auparavant connus, celles qui ont des antécédents familiaux de dysthyroïdie, celles qui ont subi une irradiation du cou, celles qui ont atteint d'un diabète de type 1 hein, de par l'auto-immunité, celles qui ont été victimes d'hypofertilité, de fausses couches précoces ou celles qui ont des symptômes d'hypothyroïdie. Bref, une catégorie bien particulière de femmes enceintes chez qui il faut donc demander cette TSH. Alors maintenant, je reviens à cette histoire de chiffres parce qu'on en a tellement discuté autour des chiffres qui devraient donc ou qui permettraient de diagnostiquer une hypothyroïdie chez les femmes enceintes. Alors, l'Endocrine Society en 2012 comme aussi pour l'association European Thyroid Association et aussi l'American Thyroid Association, donc parler de 2,5 pour le premier trimestre, à peu près 3,5 pour le deuxième et troisième trimestre. La société américaine, elle est revenue un petit peu sur ces recommandations en disant que chaque pays, donc chaque région devrait avoir ses propres normes. À défaut d'avoir, donc on pourrait prendre comme référence la valeur 4 donc, durant tous les 3 trimestres, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième trimestre. Alors non, nous n'avons pas de normes. Hein. Ça serait l'idéal d'avoir donc des travaux à l'échelle nationale qui permettraient donc de fixer des normes hein, par rapport à la femme enceinte ou la femme gestante. Alors, ceci permet donc d'avoir 3 situations, 3 cas de figure. Vous avez l'hypothyroïdie avérée qui est définie par une TSH élevée avec une FT4 basse, TSH élevée avec FT4 basse, donc c'est l'hypothyroïdie avérée ou patente, ou tout simplement une TSH avec au-delà de 10 000 unités, quel que soit le niveau de FT4. Hein. Alors, ce n'est pas l'hypothyroïdie avérée proprement dite, mais c'est tout simplement un cas de figure où on devrait se comporter comme si on se comportait avec une hypothyroïdie avérée, donc c'est-à-dire TSH élevée et FT4 basse. Deuxième cas de figure, c'est l'hypothyroïdie fruste, hein, dont la prévalence est un peu plus fréquente ou plus élevée que celle de l'hypothyroïdie avérée. C'est normal. Donc, TSH élevé, mais en dessous de 10 000 unités parce que dès que ça dépasse les 10, on est dans l'avéré. Hein. Et une FT4 normale. Et un troisième cas de figure, c'est celui de l'hypothyroxinémie fœtale qu'on voit de plus en plus et voire même de manière un peu plus fréquente durant le premier trimestre de la grossesse par rapport à l'hypothyroïdie avérée et qui est caractérisée par une anomalie isolée de la FT4 qui est basse avec une TSH normale. Alors, j'ouvre une parenthèse, l'auto-immunité aussi, c'est un phénomène quand on commence à rechercher, hein, on le retrouve de manière un peu plus fréquente chez la femme enceinte, ça avoisine à peu près les 15%. Alors, l'hypothyroxinémie dont je viens de parler, est-ce qu'elle a un impact sur le déroulement de la grossesse il y a une étude comparative qui a essayé de voir comment se comportaient donc, les enfants sur le plan, je disais sur le plan maternel, mais aussi sur le plan du développement des enfants par la suite, hein, après l'accouchement. Donc, c'est une étude comparative qui a essayé de voir des enfants qui étaient issus de mère avec hypothyroxinémie par rapport à des bébés ou des enfants issus de mamans qui n'avaient pas d'hypothyroxinémie. Et donc, on a essayé de s'intéresser à leur développement mental et moteur à la première et à la deuxième année. Et là, donc, quand on compare les deux populations, le développement mental et moteur des enfants qui étaient issus de mamans ayant une hypothyroxinémie était largement inférieur et statistiquement, c'est-à-dire significativement inférieur à ceux des bébés, ou plutôt qui étaient nés issus de mamans sans hypothyroxinémie durant le premier trimestre de la grossesse. Alors, les étiologies ou les causes, c'est pratiquement les mêmes étiologies que l'on rencontre dans la population générale. Hein. C'est essentiellement l'auto-immunité, hein, la thyroïdite auto-immune que vous connaissez, la thyroïdite d'Hashimoto, la classique thyroïdite d'Hashimoto, surtout dans des régions efficientes en iode. Nous ne sommes plus un pays déficient en iode, hein, comme il y a une vingtaine d'années. Donc, la pathologie thyroïdienne a beaucoup changé. C'était les goitres endémiques que l'on rencontrait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Maintenant, la pathologie thyroïdienne il y a eu une mutation hein, dans les pathologies thyroïdiennes et on voit de plus en plus de maladies auto-immunes thyroïdiennes, notamment les thyroïdites auto-immunes. Vous avez aussi les thyroïdectomies, hein, tout ce qui est iatrogène, donc soit une intervention chirurgicale, une patiente qui a bénéficié effectivement d'une irathérapie, les causes médicamenteuses à ne pas oublier, notamment donc, quand on a besoin l'amiodarone et le lithium en psychiatrie, et enfin la carence iodée qui reste quand même, hein, il faudrait la reconnaître, notamment chez les femmes enceintes, hein, parce que les besoins en iode sont un peu plus importants que la population générale. Et il y a certaines recommandations ailleurs qui recommandent de supplémenter les femmes enceintes en iode durant la grossesse, chose que nous ne faisons pas de manière homogène pour toutes les femmes enceintes. Hein. Tout dépend des… Alors, le traitement de l'hypothyroïdie est-il important? Effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, notamment pour l'hypothyroïdie patente.
cela pourrait affecter ou pourrait plutôt avoir un impact sur les complications obstétricales. Quand il s'agit de l'hypothyroïdie patente, donc l'indication ne laisse aucun doute, puisque le traitement permet de diminuer l'incidence de l'HTA gravidique, qui est une complication de l'hypothyroïdie, de diminuer la fréquence des fausses couches, et également de diminuer la fréquence des accouchements prématurés. Mais même pour l'hypothyroïdie infraclinique, puisque là, vous avez donc l'étude qui a été d'Ablovich qui a été publiée il y a une vingtaine d'années sur thyroïde et qui avait essayé de voir la fréquence des complications chez des femmes insuffisamment traitées par rapport à des femmes qui étaient correctement traitées. Donc là, vous avez en quelque sorte qui avait une hypothyroïdie infraclinique. Hein. Et donc là, vous avez des patientes bien substituées. Donc, notez bien que la fréquence de l'avortement précoce, de l'accouchement prématuré, était nettement inférieure à celle qui était insuffisamment traitée, qu'il s'agisse d'hypothyroïdie infraclinique ou d'hypothyroïdie patente. Alors, quand on prend aussi les accouchements à terme, eh bien, il y avait beaucoup plus de femmes qui accouchaient à terme lorsqu'elles étaient bien traitées par rapport à celles qui étaient donc incorrectement traitées ou insuffisamment traitées. Alors, le traitement consiste à quoi? C'est tout simplement, il y a une seule molécule que détenaient depuis déjà assez longtemps les laboratoires Merck. Hein. On ne fait pas de publicité, ils ont toujours été leaders dans ce domaine. C'est donc la L-tyroxine, ou plutôt le lévothyrox. Mais il y a deux situations ou deux cas de figure. Le premier, c'est que lorsque vous avez une femme enceinte qui était déjà connue hypothyroïdienne avant la grossesse, ben là, il faudrait adapter la posologie et donc d'emblée augmenter de 20 à 30% au premier trimestre surtout. Et sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez une femme qui était à une dose inférieure à moins de 100 microgrammes par, donc vous augmentez, vous majorez de 25 microgrammes. Si c'est une patiente qui prenait plus de 100 microgrammes, ben vous majorez de 50 microgrammes. Alors, si c'est une hypothyroïdie que vous avez diagnostiquée vous-même durant la grossesse ou celui qui s'occupe, qui prend en charge la femme enceinte, il faudrait donc mettre en route le plus rapidement le traitement, c'est-à-dire un traitement précoce par la L-tyroxine. La posologie, elle est de 1,6 à 2 microgrammes par kilo quand il s'agit d'une hypothyroïdie avérée. La posologie est un peu moindre quand il s'agit d'une hypothyroïdie fruste, donc 1 microgramme par jour, par kilo par jour. Alors, je disais que le traitement était autant donc justifié dans l'hypothyroïdie avérée. Qu'en est-il de l'hypothyroïdie infraclinique? On revient donc toujours à cette histoire de chiffres. Et donc, notez bien que les recommandations anciennes, donc de l'ATA 2011, l'Endocrine Society en 2012, l'Association européenne de thyroïde en 2014, étaient fixées sur ces chiffres de 2,5 et plus de 2,5. C'est-à-dire, au-delà de 2,5, on donne un traitement, moins de 2,5, on s'abstient. Alors, l'ATA est revenu donc sur ces définitions ou sur ces paramètres en disant qu'une valeur normale est en dessous de 4 milliunités par litre et que le traitement dépendra de la situation ou donc du cas de figure. Alors, qu'est-ce que je dis par cas de figure? Si vous avez donc une TSH au-delà de 10, quel que soit le niveau d'anti-TPO, le traitement est recommandé. Si par contre, vous avez une TSH qui est supérieure à 4 et que les anti-TPO sont positifs, le traitement est recommandé. Si par contre, vous avez une TSH qui est compris entre 4 et 10, donc elle est au-delà de 4, mais que les anti-TPO sont négatifs, le traitement est à discuter, donc au cas par cas, si la patiente a des symptômes, si elle avait éventuellement auparavant des fausses couches à répétition, donc ou si c'est une grossesse précieuse. Et si par contre, deuxième cas de figure aussi, donc si c'est des patientes qui ont un taux d'anticorps anti-TPO au-delà de 2,5 avec anti-TPO positif, là aussi le traitement doit être discuté au cas par cas. Si par contre votre TSH est entre 2,5 et 4, c'est donc les futurs ou plutôt les précédentes patientes qu'on traitait auparavant, hein, selon donc les anciennes recommandations, pour cette catégorie, pas de traitement par lévothyroxine. Alors, les recommandations françaises de l'HAS et SFE de 2007, ça rejoint à peu près c'est donc le même principe. Hein. Au-delà de 4, on donne un traitement. Entre 3 ou plutôt au-delà de 3, il faut que les anti-TPO soient positifs. Si c'est entre 3 et 4 et que les anti-TPO sont négatifs, on s'abstient de traiter. Alors là, vous avez donc, l'HAS a publié un socle de recommandations en complément des recommandations qui ont été publiées en 2012 par rapport à la prise en charge de l'hypothyroïdie chez l'adulte jeune. Donc, ils ont publié des recommandations par rapport aux situations spécifiques qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le sujet âgé et la femme enceinte. Et là, ils disent que si vous avez donc, vous faites une TSH pendant la grossesse, hein, si c'est une femme à risque, bien sûr, on revient, pas une TSH à tout le monde, TSH en cas de facteur de risque chez les femmes, un dépistage ciblé. Alors, si votre TSH est en dessous de 2,5, on s'arrête.
Si la TSH est supérieure à 2,5, vous allez devoir doser les anticorps anti-TPO. Et donc, si votre TSH est comprise entre 2,5 et 4 et que les anti-TPO sont négatifs, on s'arrête. S'ils sont positifs, il faut discuter le traitement. Discuter, donc, prendre en charge le passé de la patiente, la symptomatologie, s'il y a une demande aussi parfois de la part de la patiente. Alors, si par contre le taux de TSH est supérieur à 4 milliunités et que les anti-TPO sont positifs ou même négatifs, le traitement est aussi envisageable. Alors, donc, le suivi par la suite se fera bien sûr par une TSH qui doit être faite toutes les 4 à 6 semaines en moyenne. Et, donc jusqu'à la 22e semaine. On fera aussi une TSH entre la 30e et la 34e semaine et au moins une TSH dans le postpartum, on verra par la suite, parce qu'il y a certaines thyroïdites silencieuses durant la grossesse qui peuvent se manifester et s'exprimer dans le postpartum. Alors, l'hypothyroxémie isolée de la grossesse ne doit pas être traitée systématiquement, hein, on pourra en discuter par la suite, même si il y a un doute, ou plutôt il y a quelques divergences quant à l'intérêt de traiter une hypothyroxémie durant la grossesse. Pour l'hypothyroïdie de grossesse, donc la surveillance consistera, donc, comme je viens de le dire, à faire un bilan thyroïdien hormonal, essentiellement la TSH, plus ou moins FT4 en fonction de la situation. Elle doit être faite un mois après le début du traitement et après chaque fois que vous changez de posologie, que ce soit vous augmentez ou vous réduisez. Donc, toutes les 4 semaines après le début du traitement et après changement de posologie. Et par la suite, une fois que vous atteignez vos objectifs, vous pouvez un petit peu espacer, donc lever un peu le pied, et pour aller vers des TSH toutes les 6 à 8 semaines, avec bien sûr des objectifs en dessous de 2,5 pour le premier trimestre et en dessous de 3 000 unités pour le deuxième trimestre. Donc, retenez les 2 chiffres que je vous avais dit, je vous ai donné auparavant, c'est-à-dire 4 pour initier un traitement et le 2,5 comme objectif thérapeutique. Hein. Ça, c'est un petit peu je dirais, les aléas des pathologies où le seuil d'intervention ne correspond pas à l'objectif. On a vécu ça avec les lipides, on a vécu ça à un moment donné avec l'hypertension. Et donc, il faudrait… Alors, la surveillance doit être maintenue dans le postpartum au moins pour 6 mois parce qu'il y a certaines thyroïdites qui peuvent donc… qui peuvent disparaître, je dirais, donc ça se calme durant la grossesse, et qui peuvent ressurgir dans le postpartum, et donc voir si éventuellement des patientes qui ne nécessiteraient pas de traitement dans le postpartum. Après la délivrance, donc il faut maintenir là aussi ou plutôt après la délivrance, il faut revenir donc chez la femme enceinte aux doses que prenait la patiente avant la grossesse. Donc on revient aux doses préconceptionnelles. Alors, deuxième cas de figure, c'est celui de l'hypothyroïdie du sujet âgé. Alors, donc, je disais tout à l'heure que notre population vieillit, même si nous sommes encore un peuple ou une population jeune, hein, mais on commence quand même, exactement l'âge de mortalité avance. Et donc, peut-être des patients qu'on a traités qui étaient jeunes il y a une trentaine d'années commencent à devenir âgés. Donc, c'est des cas pour lesquels il faudrait donc se comporter différemment par rapport à un adulte jeune. Alors, là aussi, donc, je disais, je voulais dire que le vieillissement est associé à une augmentation des pathologies thyroïdiennes. Hein. Plus on vit, plus automatiquement certaines parts apparaissent. Et donc, la thyroïde, à l'instar des autres organes de l'organisme, elle aussi, elle vieillit, ce qui pourrait expliquer donc, cette augmentation physiologique de la TSH. Alors, l'enjeu majeur, c'est de pouvoir distinguer ce qui relève du vieillissement, qui est une situation tout à fait normale, pas pathologique, aussi des conséquences de certaines comorbidités qui caractérisent le sujet âgé sur l'hormone thyroïdienne. Les sujets âgés font de l'insuffisance viscérale, hépatique, cardiaque, pulmonaire, rénale, ils font de la dénutrition. Donc, tout cela pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de la thyroïde, sans pour autant que ce soit une pathologie thyroïdienne authentique au sens propre du terme. Troisièmement, donc, d'une authentique pathologie thyroïdienne qui peut-être mériterait ou nécessiterait de les mettre sous traitement, de les prendre en charge. Alors là, je vous montre une plaque, c'est tout simplement une étude américaine, une étude de cohorte américaine, qui avait montré que la distribution de la TSH donc virait vers la droite en fonction de l'âge, c'est-à-dire plus les sujets prenaient de l'âge et plus le niveau de TSH augmentait, de telle sorte que la valeur de la limite supérieure seuil de la TSH atteignait les 6 milliunités pour une tranche d'âge de 65 ans, 70 ans, et atteindre 8 pour une tranche d'âge au-delà de 70 ans, 75 ans, c'est-à-dire même au-delà de 80 ans. Donc, pour vous dire que la TSH augmente avec l'âge. Donc, le même constat a été fait aussi par une étude prospective australienne qui a montré qu'au moment donc, du début de l'enquête, la TSH moyenne, elle était de 1,49 et 13 ans après, donc, elle devenait à 1,80. Elle est montée à 1,81, soit un écart de 0,32. Donc, la TSH évolue et augmente
avec l'augmentation donc de l'âge. Alors, troisième aussi anomalie qu'il y a lieu donc de signaler, c'est que les sujets âgés donc, ont un syndrome qu'on appelle le syndrome BAST-T3. Le syndrome BAST-T3 qui tend en rapport avec une grande prévalence de maladies aiguës et avec les insuffisances viscérales, hépatiques, cardiaques, pulmonaires, la dénutrition aussi, et qui pourrait donc affecter donc, cette conversion hépatique de la T4 en T3. Alors, vous savez que la T3, c'est l'hormone active, hein, c'est elle qui agit en périphérie. Et donc, cette réduction se voit chez les patients âgés, notamment ceux qui font donc des maladies aiguës. Et donc, comme c'est noté sur cette figure, vous voyez que le taux de FT4 ne change pas pratiquement chez le sujet âgé, alors que chez le sujet âgé, la FT3 ou l'hormone thyroïdienne T3 donc, est en baisse. Et ça, c'est une situation qui se voit dans les maladies chroniques chez le sujet âgé, donc notamment taré, ou les patients âgés dénutris. C'est ce qu'on appelle le syndrome BAST-T3. Alors, finalement, quel est le profil thyroïdien d'un sujet âgé? Le profil thyroïdien normal d'un sujet âgé, c'est souvent donc une T4 généralement inchangée, T4 libre, hein, ou FT4 généralement inchangée, une T3 libre qui peut être discrètement abaissée sans que cela corresponde à une entité pathologique au sens propre du terme. Vous avez une TSH augmentée, et là, donc, je dirais que la TSH, c'est plus les 4 ou 4,5 ou jusqu'à 5, c'est une TSH qui doit être adaptée à l'âge. Alors, donc, il y a une façon de faire très simple qui a été proposée par la SFE, c'est que la limite seuil ou la limite supérieure de la TSH permettant de définir l'hypothyroïdie correspond à la décennie à laquelle appartient votre patient. Donc, si vous avez un patient qui est à la 7e décennie, sa TSH doit être de 7. Au-delà de 7, elle est anormale. Si c'est un patient qui appartient à la 8e décennie, 80 ans et plus, ben, sa TSH normale devrait être en dessous de 8. Alors là, c'est juste pour montrer qu'à titre indicatif, une population, ou plutôt donc une tranche d'âge de 65-69 ans, la TSH doit être en dessous de 6. Pour une population de tranche d'âge de 90-99 ans, donc c'est en dessous de 9 milliunités. Alors là aussi, donc, à partir de là, deux anomalies peuvent se décliner. Vous avez l'hypothyroïdie manifeste ou patente. Donc, c'est une TSH élevée, supérieure, alors je ne dirais pas 4,5, ça c'est juste à titre indicatif, supérieure au seuil qui correspond à votre patient. Si c'est quelqu'un qui est donc âgé de 70 ans, donc au-delà de 70, de 7, voilà. Et FT4 basse. Donc toujours cette notion avérée, TSH élevée, FT4 basse. La FT4, c'est une hormone qu'on dose normalement en deuxième intention pour apprécier la profondeur d'une anomalie thyroïdienne. Donc soit qu'il s'agisse d'une hypo ou d'une hyperthyroïdie, si c'est une TSH qui est basse, on demande secondairement une FT4 pour voir quelle est la profondeur de l'hyperthyroïdie. Si c'est une TSH qui est élevée, donc on est dans l'hypothyroïdie, on demande secondairement une FT4 pour voir quelle est la profondeur ou l'importance de l'hypothyroïdie. Alors, donc, c'est une TSH élevée supérieure au seuil correspondant à l'âge de votre patient, avec FT4 basse, ou tout simplement une TSH au-delà de 20, quel que soit le niveau de FT4. Donc, même si la FT4 est normale, c'est bon, la TSH elle est tellement élevée qu'on rejoint à peu près l'hypothyroïdie patente. Alors, deuxième cas de figure, c'est l'hypothyroïdie infraclinique, et qui est caractérisée par une TSH au-delà de la limite de votre patient et en dessous de 20, avec une FT4 normale. Et là, donc, l'European Thyroid Association, elle recommande, ou plutôt elle divise cette entité d'hypothyroïdie infraclinique en deux stades. Vous avez le stade 1, où la TSH est au-delà de 4,5, mais en dessous de 10, et le stade 2, où la TSH est au-delà de 10, mais inférieure à 20. Donc, 2 grades pour elle. Donc, il faudrait, le grade 1 peut-être ne nécessiterait pas donc, de traitement, le grade 2. Mais ils ont divisé ça sans que cela ait un impact sur le plan thérapeutique, hein, au sens propre du terme. Alors, l'épidémiologie, donc, que nous disent donc, les chiffres, ou plutôt l'épidémiologie sur la prévalence de cette affection, c'est le sujet âgé. Eh bien, donc, les prévalences ou les chiffres de prévalence sont très disparates. Sont très disparates en rapport avec la population ou la tranche d'âge donc, qui est étudiée, en rapport avec le sexe. Hein. Vous savez qu'en endocrino, et particulièrement donc, dans la pathologie thyroïdienne, le sexe féminin est pourvoyeur hein, de pathologie thyroïdienne. Donc, les femmes sont beaucoup plus concernées par les maladies endocriniennes et notamment par les pathologies thyroïdiennes. Donc, c'est aussi tributaire du statut OD de la population. Si vous travaillez ou si l'enquête a été faite dans une zone de carence iodée, automatiquement, on aura plus de pathologie thyroïdienne par rapport à une région qui est efficiente en iode. Alors, globalement, on retient que l'hypothyroïdie patente, donc elle avoisine 0,2 jusqu'à 5,7%, et l'hypothyroïdie infraclinique,
elle est de l'ordre de 1,5 à 15%. Alors, dans un précédent travail que nous avons fait dans le cadre d'un travail de thèse, une enquête épidémiologique qui a été menée auprès des ménages de la ville d'Oran, nous nous sommes intéressés à la pathologie thyroïdienne de manière générale. Nous avons eu quand même un contingent de patientes, ou plutôt de patients âgés, au-delà de 65 ans. Et là, en appliquant le score, ou plutôt le seuil de TSH de 5, on ne s'est pas adapté à l'âge, de 5000 unités, nous avons retrouvé une prévalence de 10% d'hypothyroïdie, avec 6% pour l'infraclinique et 4% pour l'hypothyroïdie patente. Alors, là aussi, faut-il demander une TSH à toutes les personnes âgées au-delà de 65 ans? Eh ben, il n'y a pas de recommandation, ou plutôt c'est là aussi ciblé. Alors, quels sont les patients qui mériteraient d'être dépistés par rapport à l'hypothyroïdie? Vous avez donc ceux qui ont une association, une constellation de symptômes concordants d'hypothyroïdie, ceux qui ont une situation inexpliquée d'une décompensation cardiaque, ceux qui ont un déclin cognitif récent, un syndrome anxio-dépressif. Il faut se méfier de la dépression. Une dépression chez un sujet âgé, il faut la prendre au sérieux. Une constipation opiniâtre avec altération de l'état général, une hypercholestérolémie sévère qui ne répond pas aux thérapeutiques. Et enfin, le traitement, je reviens toujours à cette amiodarone, notamment chez le sujet âgé, c'est peut-être le terrain, exactement. Donc, avant, 3 mois, donc avant le traitement, on le refera 3 mois après traitement et même 6 à 12 mois pour voir donc, si c'est un patient qui n'a plutôt si c'est un traitement qui n'a pas eu donc d'effet sur le plan de la thyroïde. Alors, le tableau clinique, là aussi, c'est difficile, comme pour la femme enceinte, mais chez le sujet âgé, il est un peu particulier. Alors, si c'est une hypothyroïdie manifeste, les symptômes, ne vous attendez pas à avoir un tableau clinique comme celui de l'adulte jeune. Ce sont donc des symptômes moins intenses, parfois non spécifiques. Ils sont attribués à tort à la vieillesse, à l'âge du patient, ou parfois aux comorbidités qui caractérisent le sujet âgé. Donc, je disais que le sujet âgé, il peut être diabétique, il peut être insuffisant rénal, il peut être insuffisant respiratoire. Et donc, souvent, ce sont d'autres symptômes qui doivent attirer l'attention, les troubles cognitifs, notamment les troubles attentionnels ou les troubles mnésiques. Pour l'hypothyroïdie infraclinique, elle est souvent asymptomatique, c'est le sujet âgé, mais si on arrive, ou plutôt si on a quelques symptômes, c'est souvent des symptômes non spécifiques. Alors, il y a souvent la tendance à la dépression, alors que les troubles cognitifs sont plutôt absents au cours de l'hypothyroïdie infraclinique. Et là aussi, il y a quelque chose qui justifie la fréquence élevée de l'hypothyroïdie infraclinique chez le sujet âgé. C'est cette fréquence élevée de TSH du monde. Et quand on cherche, on retrouve. Et donc, l'hypothyroïdie infraclinique a une prévalence assez élevée donc, dans l'hypothyroïdie chez le sujet âgé. Alors, le traitement, faut-il traiter les hypothyroïdies? Oui, bien sûr, quand il s'agit d'une hypothyroïdie patente, notamment avec une FT4 basse, il faut la traiter parce que le traitement a démontré qu'il améliorait nettement les symptômes, notamment les troubles cognitifs, qu'il améliorait les fonctions cardiovasculaires du patient. Il n'en est pas de même pour l'hypothyroïdie, c'est pas sûr pour l'hypothyroïdie infraclinique. Et il faut donc la grande prudence et de mise, en particulier chez les sujets au-delà de 75 ans. 80 ans. Alors, la Birmingham Elderly Thyroid Study, donc c'est une étude britannique, qui avait démontré que le traitement par lévothyroxine n'améliorait en aucun cas la fonction cognitive des sujets âgés traités pour hypothyroïdie infractinique. Il y a une récente étude qui a été publiée sur le New England Journal of Medicine. C'est l'étude TRUST qui avait suivi une population de 737 patients âgés au-delà de 65 ans et qui ont été randomisés en 2 groupes. Un groupe qui devait recevoir de la L-thyroxine, c'est-à-dire la lévothyroxine à 50 microgrammes, et un groupe qui devait recevoir le traitement placebo, donc un traitement suivi donc à peu près de 2 ans. La TSH de début, elle était à 16,4 avant le traitement. Et après 12 mois de traitement, elle était de 3,6 dans le groupe qui a reçu le traitement par lévothyroxine versus 5,5 dans le groupe qui a reçu le placebo. Alors, l'étude a montré que le traitement n'améliorait en aucun cas les symptômes de l'hypothyroïdie, encore moins les scores de qualité de vie ou la mortalité cardiovasculaire. Donc, point d'interrogation sur l'intérêt ou la justification, l'indication du traitement de l'hypothyroïdie infraclinique chez le sujet âgé. Alors, une autre notion donc, dont on s'est beaucoup servi, je dirais, donc, pour justifier un traitement de l'hypothyroïdie infraclinique à le sujet, à l'adulte jeune, c'est cette notion de risque cardiovasculaire élevé. On disait qu'on laissait traîner une hypothyroïdie infraclinique, ça risque donc en provoquant une hypercholestérolémie, en déséquilibrant une tension artérielle, elle peut accroître le risque cardiovasculaire. Ceci n'est pas valable chez le sujet âgé, donc on voit même que le risque cardiovasculaire avec l'âge, il se neutralise. Il y a même des méta-analyses et des études qui ont montré que le risque cardiovasculaire, donc des patients âgés atteints d'hypothyroïdie infraclinique, serait donc même diminué par rapport à ceux qui n'ont pas d'hypothyroïdie infraclinique. Et donc, se baser sur le risque cardiovasculaire n'est pas un point
important pour décider de traiter ou non. Alors là, vous avez un tableau qui résume la stratégie de prise en charge de l'hypothyroïdie. Ça a été proposé par une équipe italienne et qui propose une stratégie basée sur le niveau de TSH, il est évident, bien sûr, donc le niveau de TSH, mais également les caractéristiques du patient. Et là, les caractéristiques du patient, nous avons donc deux cas de figure. C'est les patients qui sont en bon état général. Alors, notez bien que ce qui est vert, c'est permis, hein. Il faut avoir une TSH au-delà de 10 pour pouvoir traiter un patient en bon état général et dans la tranche d'âge, j'ai compris, entre 65 et 75 ans. Donc, pour les autres cas, c'est à envisager, discuter. Est-ce qu'il y a une demande de la part du patient? Est-ce qu'il y a éventuellement des symptômes? Est-ce que le patient est lui-même demandeur? Et donc, c'est au cas par cas. Alors, quand c'est un sujet en bon état général, au-delà de 75 ans et que sa TSH est au-delà de 4,6, pas la peine de traiter. Pour les patients fragiles, il y a très peu de situations où on est amené à traiter. Pour les cas de figure des patients entre 65 et 75 ans, avec une TSH au-delà de 10, et le traitement est envisagé en fonction donc des cas par cas. Alors, le traitement consiste là aussi à donner de la L-thyroxine, c'est un traitement substitutif, mais à une dose nettement inférieure à celle de l'adulte jeune. C'est 0,3 à 0,4 microgrammes par kilo par jour. Mais là où il y a aussi un point important sur lequel j'insiste, c'est que les paliers d'augmentation doivent être largement plus espacés que l'adulte jeune, hein. Donc, pour passer d'une posologie ou d'un palier à un palier, c'est souvent 6 à 8 semaines, parfois même plus. Et dans certaines situations, on est obligé de le faire ce contrôle électrocardiographique parce qu'on considère le sujet âgé comme un potentiel coronarien. Donc, toute augmentation de posologie, elle peut… Alors, pourquoi il faut espacer? Parce qu'on donne le temps à ce que le muscle cardiaque soit bien imprégné par les hormones thyroïdiennes pour ne pas démasquer ou déstabiliser une cardiopathie ischémique sous-jacente. L'objectif, donc, on revient, c'est pas les 2,5, on revient donc à la limite supérieure correspondante à l'âge, c'est-à-dire si vous avez un patient qui est âgé de 80 ans, eh bien, donc, l'objectif que vous allez devoir atteindre, c'est 8 milliunités. Donc, le traitement peut se discuter également chez les patients qui ont des anticorps positifs, qui ont des symptômes, parfois notamment ce déclin cognitif, des trucs d'amnésie, la dépression, ou si le patient le souhaite, hein, si le patient parfois est demandeur, on peut là aussi donc s'aider et de donner un traitement ou au moins un traitement d'épreuve pour voir donc ce que cela pourrait donner. Alors, pour la Société française d'endocrino, c'est simple, hein. Vous avez un patient qui a une TSH au-delà de 20, vous traitez. Si sa TSH est entre 10 à 20, vous discutez le traitement, c'est-à-dire au cas par cas. Et donc, si entre 4 et 10, pas la peine donc de donner un traitement. Le traitement n'est pas indiqué. Alors là aussi, je reprends, donc, comme pour le cas de la femme enceinte, les recommandations, le socle de recommandations proposées par la HAS en mars 2023. Ils vous disent donc de faire une TSH en fonction donc pas tout le monde, hein. Si vous avez donc une constellation, une association de symptômes concordants, si vous avez donc un déclin cognitif, si vous avez une hypercholestérolémie rebelle à la thérapeutique, si vous avez une constipation et un état dépressif, donc vous faites une TSH, elle est en dessous de 0,4, vous êtes dans l'hyperthyroïdie. C'est pas la question d'aujourd'hui. Donc, si vous avez une TSH au-delà de 20 milliunités, donc si l'hypothyroïdie avérée, là, le traitement ne se discute pas. Il faut traiter. Et donc, comme je viens de le dire, avec des doses progressives et des paliers assez espacés. Si par contre, vous avez une TSH comprise entre 10 et 20, eh bien là, il faudrait revérifier ou recontrôler la TSH par un deuxième dosage 3 à 6 mois après et vous faites en cascade un dosage de la T4. Donc, vous refaites la TSH et en parallèle, en même temps, le dosage de la T4 pour apprécier la profondeur de cette hypothyroïdie. Alors, si ça se confirme, c'est-à-dire si l'anomalie est là, on fait un traitement par lévothyroxine, là aussi au cas par cas, en tenant compte de l'âge du patient, du niveau de la TSH. Rappelez-vous, donc, le tableau, il y avait du vert, du niveau de la TSH, de l'âge du patient, et aussi de l'état général et également du risque cardiovasculaire. Alors, on débute par de faibles doses. La cible thérapeutique correspond à la limite supérieure de la TSH en fonction de votre âge. Et on recontrôlera ce patient par une TSH à 3-6 mois, puis une fois par an, s'il n'y a pas d'évolutivité des symptômes, s'il n'y a pas d'autres symptômes qui apparaissent. Alors, pourquoi donc toute cette hésitation, je dirais donc ces controverses concernant l'intérêt du traitement chez le sujet âgé? Parce que tout simplement, le traitement n'est pas dénué de risques, hein. Et là, comme vous voyez donc sur cette étude, on assiste souvent chez les personnes âgées à une fréquence élevée de patients mal équilibrés, hein. Donc, cette étude montre que chez des patients qui étaient substitués par la lévothyroxine, moins de la moitié des patients qui étaient correctement équilibrés donc, par la L-thyroxine. Il y avait pratiquement 36% qui étaient surdosés en traitement et environ 17% qui étaient sous-dosés en traitement. Alors, deuxième anomalie, c'est celle de démasquer une cardiopathie ischémique chez un sujet âgé. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait aller mono-mono chez le sujet âgé parce qu'il faut donner le temps à ce que les hormones thyroïdiennes ou le muscle cardiaque puissent être bien imprégnés par
par les hormones thyroïdiennes et éviter donc. Alors, il y a une notion ancienne qu'on connaît, c'est cette cardiopathie ischémique qui est probablement vraie pour l'hypothyroïdie patente, mais qui n'est pas convaincante pour l'hypothyroïdie intraclinique. Rappelez-vous, donc le graphe que je vous ai montré, il y a peut-être même une diminution du risque cardiovasculaire chez le sujet âgé. Troisième problème, c'est celui du fibrillation auriculaire et qu'on connaît bien chez le sujet âgé. Un surdosage risque d'être à l'origine donc de fibrillation auriculaire et de troubles de rythme chez le sujet âgé. Enfin, c'est celui de l'ostéopénie, l'ostéoporose, puisque les hormones thyroïdiennes donc, augmentent l'activité ostéoclastique, hein, et ça pourrait donc fragiliser les os et être source de fractures chez les personnes âgées. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Donc, il faudrait savoir distinguer une hypothyroïdie de toute situation inhérente à l'âge, ou plutôt à des pathologies qui caractérisent l'âge et qui peuvent affecter l'hormonémie thyroïdienne sans pour autant que cela soit dû à une maladie thyroïdienne authentique. Il faudrait donc prendre la peine de recontrôler et de vérifier l'authenticité de cette anomalie thyroïdienne par 2 dosages de la TSH fait à 3 mois d'intervalle, qu'on complétera aussi par une FT4. Alors, retenez également que le seuil de TSH qui définit l'hypothyroïdie augmente avec l'âge. Donc, ça correspond à la décennie. Un patient de 70 ans, c'est 7. Un patient de 100 ans, donc c'est 10. Alors, les bénéfices du traitement par la FT4 dans l'hypothyroïdie infraclinique ne sont pas sont discutables, hein, et non démontrés, avec un risque non négligeable d'effets secondaires. Et donc, la décision du traitement repose sur le seuil de TSH, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le contexte général du patient et son âge. Je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est notre équipe, hein, qui a la... Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Merci pour vos présentations, des présentations qui étaient excellentes. Et je sais que c'est l'avis de tout le monde, que ce soit les présents, bien même ceux qui sont à distance. Donc, je sais qu'ils sont appréciés parce qu'on a quelques messages de remerciements. On va commencer avec les questions. Donc, permettez-moi de commencer avec les questions, quelques questions des médecins qui sont à distance. Après, on va passer aux questions de ceux qui sont présents. Vous avez sélectionné quelques questions, j'espère. C'est pas non, combien il y a de questions. Attendez, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de questions. De toute façon, il y a des remerciements. Il y a beaucoup de remerciements. D'abord. S'il vous plaît, on écoute les questions. Oui. La première question, c'est Dr Ouida. Bonsoir. Comment calculer le coefficient de variabilité sur les 14 jours? Je m'y attendais parce que c'est un truc de Descartes, c'est vrai. Effectivement, ça c'est une question pertinente. Il y a un calcul qui se fait d'une façon très simple, c'est parce qu'on calcule. Oui, il y a une formule, exact. Il y a une formule, et je crois même s'ils cherchent ça parce que là tout ce qui est disponible sur les smartphones, ils trouvent tout. C'est vrai que c'est parce qu'il y a un écart type. Ça rejoint un peu cette histoire de plage de tir, de target, de time in range, voilà, et qui multiplie sur 100 sur la moyenne. Et ça, il la trouve partout, je veux dire, même sur les smartphones, ça existe. Excusez-moi, je parle avec lui. Je ne sais pas s'il a... Qui c'est qui a posé la question? C'est Dr Ourida Shelby. Ourida Shelby. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vrai, il a raison, il n'a pas tort, parce qu'on parle d'écart type. Il y a écart type fois 100 sur une moyenne. C'est vrai. Donc, je m'y attendais, hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas mis de formule, mais c'est une question pertinente. Ça prouve qu'il était à cheval avec la… En tout cas, c'est inférieur à 36%. Voilà, le coefficient, c'est une question pertinente. Merci. Maintenant, avec l'arrivée des appareils, donc c'est le logiciel qui fait en tout. Voilà. Parce que ce qu'il dit, lui, enfin, sur le logiciel, il y a toutes les mesures. Mais il dit effort. Mais chez qui m'a dit pour pallier à cette histoire de gadget, c'est à eux de calculer, parce que ça prend un temps fou. Voilà. Donc, ça après, c'est M. Abdelaziz Hadji. Donc, si vous remerciez, merci à les professeurs pour les présentations. Aussi, Dr Messouda aussi, vous dit Barakallah fikoum, Jazakallah khairan. Dr Hamadi, de même. Dr Mouro, de même. Et là, c'est Dr Sam Mustafa Bassidi. Il vous demande de rendre visite à Qsar Bukhari. Il vous remercie aussi. Et là, docteur, je ne sais pas.
Vous parlez de qui? De lui ou de moi? Ou là, il veut nous parler de Je vous Jean-François Bukhari. je vous remercie pour votre webinaire. Venez C'est Mdia, c'est Mdia. Je connais la région. Docteur Hamadi, s'il vous plaît, est-ce que l'association des analogues GLP1 et SGLT2 est possible? C'est GLP1 et SGLT2. oui, oui. Bien sûr, on peut faire l'association sans aucun problème. Et d'ailleurs, les deux molécules, ils ont un impact positif sur tout ce qui est cardiovasculaire et il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je l'ai dit en parenthèse. Tout à l'heure, j'ai dit pourquoi il a choisi l'agoniste des récepteurs à la GLP1, enfin, à la GLP1 et non pas à la DDP4. J'ai dit qu'elle a un impact sur tout ce qui est cardiovasculaire, sur la cécité, parce que là, ça diminue un peu l'obésité. Donc, elle a un bon accès, elle a un bon, un effet tout ce qui est sur facteur cardiovasculaire. Oui, voilà. Et de deux, l'inhibiteur de la SGLP2, T2, voilà, ça donne, parce qu'à l'âge, il y a un effet déplétif, parce que c'est un natriurétique quelque part. Et aujourd'hui, en cardiologie, même en décompensation cardiaque, il précise ça comme si on a affaire en décompensation cardiaque, comme c'est un déplétif, comme le furosémide. Donc, on peut faire l'association des deux sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Une autre question, c'est Dr Badji. Apparition de fibrillation auriculaire chez un patient sous lévothyrox 100 microgrammes depuis 10 ans. Quelle est la relation entre les deux pathologies et que faire? Merci. Je peux dessiner au professeur Bozzi. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un patient, s'il est traité depuis longtemps avec du lévothyrox et qu'il fait de la fibrillation auriculaire, la première des choses il faudrait incriminer le lévothyrox. Maintenant, donc il faudrait peser l'avantage et l'inconvénient du traitement. Ce qu'on fait souvent, donc on essaye de ne pas atteindre un objectif, de ne pas insister sur un objectif aussi strict que possible. Donc on réduit un peu la posologie. On fait bien sûr des évaluations cardiaques. Et il ne faut pas viser donc des TSH vraiment basses. Même le fameux 8 pour un sujet de 80 ans ou plutôt 7, on pourrait donc accepter jusqu'à 10, pourvu que ça soit que le patient soit donc qu'on réduise les symptômes. Et donc même. Oui. Non, il y a une petite remarque. Ce patient, il a le droit de faire une fibrillation atriale. Bien sûr. Même si il ne faut pas mettre ça uniquement le compte du traitement. Il a le droit. Ça, c'était pas qu'une parenthèse. Parce qu'avec l'âge, on vieillit, le muscle vieillit, la fibrose qui s'installe. S'il a 80 ans, il a le droit de faire une fibrillation atriale. Je fais le lévothyroxine. C'est en rapport, c'est pas en rapport. Il faudrait peut-être adapter le traitement en fonction, pour ne pas aggraver. L'adaptation du traitement, oui. Merci. De toute façon, des remerciements aussi, bien sûr, Dr Medouar, Dr Mohamed. On les remercie aussi pour leur attention. Dr Abdelaziz Haji Salam. Très impressionné par l'équipe Merck de Mostaganem et de l'Ouest pour le travail bien fait ainsi que le choix des orateurs. Vraiment une communication complète ayant touché tous les points de l'hypothyroïdie. Merci encore, Dr Haj Abdelaziz, diabétologue à Batna. De toute façon, je pense que c'est les questions. C'est ça les questions. On passe à la salle. Après, il y aura des questions par la suite. Oui, s'il y aura des questions par la suite, de toute façon, merci beaucoup. On passe. Vous avez dit que c'est discutable quand la TSH est à 2,5 avec des PO positifs. Exactement. Pour la femme enceinte, vous parlez de la femme enceinte. Voilà. Oui. Si on reçoit une femme qui va avoir une grossesse tout de suite, désir de grossesse, et on ne sait pas les symptômes, et on fait une TSH et on la trouve à 2,5 avec un TPO positif. Est-ce qu'elle la traite ou pas? Bien sûr, à condition qu'il faut vérifier que la TSH, elle est très labile comme ça. Vous avez donc une TSH à 3 maintenant, vous la refaites 2 semaines, 3 semaines après, elle descend. Donc, il faudrait vérifier la permanence je dirais, pas d'anomalies, donc de cette augmentation de TSH. Et si les anti-TPO sont positifs, qu'il y a un désir de grossesse, il faudrait aller traiter, il faut traiter, bien sûr. Alors, traiter, je parle de la grossesse. Vous parlez d'une femme qui veut tendre de grossesse. Ah non, il n'y a pas d'indication de traitement. Le traitement, elle est considérée comme une femme qui n'est pas, donc c'est-à-dire c'est la limite de. Là, on revient aux normes par rapport à la population générale. Au-delà de 4,
Et donc, si c'est au-delà de 4, voire FT4, si elle est normale, on est dans le cas de l'hypothyroïdie fruste, ou plutôt infraclinique. Vous voulez l'hypothyroïdie infraclinique, les indications du traitement sont claires. Alors, donc, vous avez la femme enceinte. Si ce n'est pas une femme enceinte, c'est la présence d'anticorps anti-TPO. Ça peut être une indication au traitement. Mais ce n'est pas le 2,5, c'est plutôt les 4 et plus. Une fois on bascule dans le cas de la grossesse, il faut attendre la grossesse d'abord. Refaites votre bilan, vérifiez. Une question. Oui. De toute façon, là, c'est quels sont les signes cliniques pour demander une TSH chez l'enfant? Chez l'enfant, alors, tout dépend de l'âge de l'enfant maintenant. Vous savez qu'ailleurs, dans les autres pays, il y a un dépistage qui se fait systématiquement à la naissance, au 5e jour en intra-utérin, en calculant la truc. Exactement. Au 5e jour de vie, on fait un dépistage par rapport à 3 maladies, donc, parmi lesquelles il y a l'hypothyroïdie avec un bubar, un papier bubar. On dose la TSH, c'est un dépistage systématique. Que la maman soit porteuse, exactement. Que la maman ait l'hyperplasie congénitale des surrénales. Voilà, 3 pathologies. Donc, que la maman soit porteuse d'hypothyroïdie ou non, donc c'est un dépistage systématique parce que tout simplement, cette période est critique. Les 2 premières années chez l'enfant, c'est là où le développement cérébral se fait. Il est très tributaire donc, des hormones thyroïdiennes. Donc, tout déficit hormonal en hormones thyroïdiennes pourrait impacter négativement le développement donc, neurologique de l'enfant et par la suite, c'est des retards scolaires, c'est des enfants arriérés. Alors maintenant, au-delà de 2 ans, il faut voir les symptômes. Tout dépend de la catégorie d'âge. Un retard de croissance peut être un intérêt, peut-être une indication au traitement de l'AGH. Une fois, c'était une macroglosse. Exactement. D'ailleurs, Kharja la langue barra, il ne tète pas. Un enfant qui ne tète pas, par exemple, ça peut être aussi une indication. Un ballonnement abdominal, une constipation. Là aussi, donc, chronique, ça peut être une indication au traitement. Des difficultés scolaires, ça peut être également, donc, du rendement scolaire, ça peut être une indication également au traitement. Donc, tout dépend de la tranche d'âge dans laquelle, au-delà de 15 ans, un retard pubertaire aussi. Un retard pubertaire peut parfois être un signe d'appel par rapport à l'hypothyroïdie chez l'enfant. Merci. Une autre question. Donc, merci, docteur. Quels sont les thérapeutiques pour traiter l'HTA en cas d'hypothyroïdie? Alors, les classes thérapeutiques pour traiter… On est dans l'HTA secondaire. On est dans l'HTA secondaire. Je reviens à cette histoire d'HTA secondaire parce qu'en tant qu'endocrino, on considère l'HTA secondaire, c'est toute pathologie où il y a une hormone non mixée. Donc, je cite l'hyperthyroïdie, les phéochromocytomes, le syndrome de Cushing, l'hyperaldostéronisme. Même si certains considèrent que l'hypothyroïdie rentre dans le cadre de l'hypothyroïdie ou plutôt des HTA secondaires, mais le mécanisme est différent. C'est plutôt de la rigidité artérielle, de l'épaississement de la paroi artérielle. Nous, on parle d'HTA secondaire, c'est quand il y a une hormone en excès et qui engendre une hypertension artérielle. Dans le cadre de l'hypothyroïdie, c'est souvent les bêta-bloquants en premier lieu. Ça permet donc de ralentir un peu le… en second lieu, on peut utiliser les inhibiteurs calciques. Maintenant, si ça ne répond pas, on peut aller vers les autres classes, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les sartans, etc. Mais souvent, en première intention, c'est souvent les bêta-bloquants parce qu'on donne de la lévothyroxine qui risque d'accélérer le muscle cardiaque. On donne en parallèle un bêta-bloquant pour un peu… Exactement. Je ne sais pas il parle de la femme enceinte. Il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé. Il a parlé d'hypertension. C'est la femme enceinte, c'est autre chose. Parce que c'est un autre mécanisme. C'est la maladie du placenta dans la… Donc les centraux, les inhibiteurs calciques, même les bêta-bloqueurs peuvent, mais en dernier lieu. En dernier lieu. C'est une autre paire de manches dans le… C'est une autre… Une autre question, donc je pense qu'elle est destinée au professeur Bouzira. Bonjour, pourquoi vous n'avez pas passé à l'insulinothérapie transitoire basale bolus du moment que le malade a fait une infection aiguë? Merci infiniment. C'est pas moi qui a fait le cas clinique. Le cas clinique, il a été fait dans ce sens exprès. Donc, il faut parler avec son médecin qui l'a mis sous… Non, c'est pas bête comme question. Je veux dire, parce que le médecin, c'est lui qui a entre les mains le malade. Donc, c'est à moi de décider quel traitement je mettrai. Tout dépend du contexte. Peut-être son médecin, il l'a mis parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Il a vu, sinon, moi, j'aurais mis une basale bolus parce qu'en plus, il est âgé. Peut-être qu'il ne va pas adhérer au traitement. Là, tout à l'heure, le professeur disait que dans la diabétologie, c'est l'adaptation. On s'adapte à la situation. Exact. Et donc, le même patient pourrait être traité différemment selon 3 médecins. Donc, ainsi l'individualisation du traitement. C'est l'individualisation du traitement. Et donc, c'est d'ailleurs la définition de la diabétologie. La diabétologie, c'est l'art de s'adapter à la situation. Exact. Et donc, on ne peut pas lui dire que c'est faux, comme on ne peut pas lui dire que c'est vrai. Voilà. Et ça reste à évaluer.
Si je vois que le traitement ne marche pas, le patient ne se sent pas à l'aise, parce que il faut que le patient adhère au traitement. Même ce que je parlais tout à l'heure par rapport au gadget, par rapport à ce contrôle, il y a des patients qui n'acceptent pas. Oui. Je ne vais pas mettre un Robocop ou un truc. C'est comme l'histoire de la pompe. La pompe à insuline, on a pu manier ça parce qu'il y avait des sujets qui étaient jeunes. Le DT1, DT2, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est notre paire de manches. Oui, question. Louis ou moi? La question, c'est d'arrache. Dites diabète ou thyroïde, on saura. Deuxième trimestre de la grossesse, les hormones thyroïdiennes commencent à devenir fonctionnelles. Les hormones thyroïdiennes préparent. Oui. Donc là, la dose de... En intra-utérin, vous voulez dire? On adapte. Vous voulez dire que, c'est-à-dire que cette modification des hormones thyroïdiennes durant le troisième trimestre, c'est vrai qu'il y a une baisse de l'HCG. En parallèle, donc, la fonction thyroïdienne fœtale commence à fonctionner, mais ce n'est pas pour autant que ça, c'est suffisant. Hein. Et donc, nous, sur le plan pratique, le marqueur idéal, c'est la TSH. Vous avez une TSH dans les cibles, donc vous gardez. Vous avez une TSH au-dessus, donc il faut adapter le traitement, augmenter le… Schmitt. Je n'ai pas compris, l'insuffisance surrénale ou rénale? Surrénale. Rénale, c'est pas surrénal. C'est pour ça que j'ai parlé de Schmitt. C'est pas surrénal. Il n'y a pas de je vois pas, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, sauf que… De causalité, je n'ai pas compris. Vous voulez dire une relation entre l'hypothyroïdie et l'insuffisance rénale? Pas du tout. Sauf que parfois… De l'hypothyroïdie? Pas du tout, non. Le rein, non, pas du tout. Par contre, dans certaines insuffisances rénales, on pourrait effectivement avoir des perturbations de la TSH, des légères augmentations de la TSH, mais qui ne sont pas pour autant. Des fois, il suffit juste de bien équilibrer, de bien régler le problème. Les syndromes néphrotiques aussi. C'est l'homéostasie. C'est exactement. L'équilibre intérieur. Les hormones, c'est un peu compliqué. Hein, donc, c'est… Et en postpartum, vous avez cité des perturbations, sont dues à quoi? Je disais que les postpartum, il y a certaines thyroïdites qui peuvent… Vous savez que durant la grossesse, les phénomènes auto-immuns, il y a une protection hein, sur le plan immunitaire. Et donc, il y a une diminution donc, de cette protection auto-immune. Et donc, une thyroïdite auto-immune qui était jusque-là latente, elle pourrait donc s'exprimer dans le postpartum. Et il faudrait rechercher éventuellement un bilan qui paraissait normal donc, tout au long de la grossesse. Et là, les thyroïdites du postpartum hein, qui se manifestent durant l'année qui suit l'accouchement, c'est… S'autonomise. Bien, on appelle d'autonomie. Exact. Donc, c'est pour ça on insiste sur maintenir le suivi dans le postpartum au moins 6 mois pour des ça ne devient plus un postpartum. Hein. Parce que le postpartum, on a dépassé l'âge du postpartum parce que c'est 2 mois. Non, mais ce qu'il dit, il est intéressant. Parce qu'au-delà du postpartum, ouais, il a parlé même d'une année. D'une année. Postpartum, elle va faire une autre grossesse. Dans la salle. Oui, Boitou. Pour le docteur oui. Existe un régime alimentaire spécialisé pour l'hypothyroïdie non, bon, les gens disent qu'il faudrait des trucs riches en iode, mais… Hein? Pour les femmes enceintes, elles s'alimentent le plus normalement possible, hein, des légumes, des trucs… une alimentation saine. Hein. Il n'y a pas un régime alimentaire par rapport à la femme enceinte atteinte d'hypothyroïdie. Pas du tout. Hein. Sauf que je disais tout à l'heure qu'ailleurs, on substitue, on donne des quantités à des comprimés d'iode qu'on donne, parce que tout d'abord, il y a une augmentation de la clairance métabolique de l'iode. La femme enceinte élimine énormément d'iode à travers ses urines. Il y a une augmentation de la production donc, des hormones qui doit non seulement couvrir les besoins du bébé et de la maman, et donc les besoins augmentent. Il y a certaines, c'est des recommandations justifiées. Hein. Nous, on ne les fait pas parce que c'est des malades qui sont vus plutôt par les gynécologues ou là dans les PMI. Mais il faut peut-être donner un peu de l'iode. Hein. Sinon, une alimentation où il y a de l'iode, on peut le retrouver dans les laitages, on peut le retrouver dans les œufs, on peut le trouver dans la sardine, dans les poissons, on peut le retrouver dans certaines viandes hein, qui… Voilà, donc, sinon, la meilleure façon de s'alimenter, de prendre de l'iode, entre guillemets pour les hypertendus, c'est de prendre du sel iodé, correctement iodé. Et le sel correctement iodé n'est pas disponible partout. Hein. Il y a des entreprises qui prétendent faire du sel correctement iodé. Alors, dans l'enquête que nous avons faite,
on s'est amusé à prendre des échantillons de sel et à contrôler. Alors, donc, vous ne croyez pas ce qu'on avait trouvé, hein, donc, des sels avec des packages où c'est écrit du sel correctement iodé, alors que ça contenait pas du tout de l'iode. Et là, je me permets de faire de la publicité pour Enacel. Le sel Enacel est le meilleur sel sur le territoire national, même si sur le plan qualité, ça vous paraît un peu… ça contient, c'est le processus, on en a assisté, hein, le processus d'iodation répond vraiment aux normes internationales. Et donc, mais il y a aussi autre chose, c'est que si vous achetez du sel iodé, vous savez que l'iode, il est volatile. Hein. Si vous laissez la serrière ouverte, vous risquez donc il y a une déperdition et il s'évaporise. Donc, il faut prendre la peine de bien fermer la salière, de bien la garder dans un endroit sec pour éviter que… Merci. Une autre question à distance. Donc, c'est Dr. Melbah. Tout dépend du pays. Nous avons opté pour l'enrichissement du sel. Du sel, oui. Il y a certains qui enrichissent le pain en iode. Hein. Mais là, on n'est pas sûr que c'est un bon vecteur parce qu'il suffit que des familles puissent faire du pain chez eux et on n'est pas sûr que… il y a le bétail, par exemple, l'aliment de bétail qui donne au lachar, c'est enrichi. Donc, pour avoir de la viande riche en iode. Le meilleur procédé à travers le monde, c'est le sel. C'est le meilleur vecteur qui est utilisé par tout le monde. Une question. Bonsoir. Patiente de 42 ans sous le Votorix depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans, actuellement à 87,5 microgrammes par jour de TSH, bien sûr, FT4 normal, aux antécédents de radiothérapie du cou pour lymphome en 2005, présente à l'écho un nodule de 6 mm, tirade 3 au niveau du lobe supérieur gauche, connu et stable depuis 2 ans. Cytoponction RS, faut-il opérer? Donc, il disait tirade 3, c'est ça? Tirade 3, oui. Tirade 3, c'est un tirade 3 avec une biopsie. Ça, on surveille. On surveille, oui. Donc, s'il parle du nodule, un autre tirade 3 avec cytoponction, cytologie donc normale, on surveille. On surveille. En plus, c'est les dimensions du nodule. Oui, 6 mm en plus. C'est même pas justifié, peut-être. Sauf si c'est fonction de radiothérapie, oui. Peut-être. C'est bien qu'on n'aurait pas fonctionné. Une autre question. Donc, une corrélation entre hypothyroïdie et vitamine D chez la femme enceinte. Alors, on a décrit donc, des baisses de vitamine D chez les femmes hypothyroïdiennes, mais de là pour dire des corrélations, il y a certaines études qui ont démontré qu'il y avait une baisse de la vitamine D chez les patientes qui étaient hypothyroïdiennes. Et bon, donc si c'est le cas, il faut substituer. Et maintenant, les seuils de déficit en vitamine D ont un peu changé par rapport à… Donc, si c'est un déficit en vitamine D, il faudrait donc essayer donc de… Il y a une corrélation. Et je ne sais pas si c'est une corrélation qui vraiment… C'est des rapports d'études qui ont démontré que les femmes hypothyroïdiennes pouvaient avoir un déficit en vitamine D. Il y a aussi… Tout dépend donc la population sur laquelle on travaille, quand c'est une population arabe, musulmane, où donc les femmes sont souvent voilées, parce que c'est souvent des femmes qui… ça pourrait aussi un facteur… influençant. Il y a un autre détail, parce qu'il y a la peau et la thyroïde. La peau dans la thyroïde, dans les problèmes thyroïdiens, principalement l'hypothyroïdie, il y a l'infiltration. La peau, elle est sec. Et c'est pour ça. Pourrait… Donc, par rapport au soleil, parce que c'est de là qu'on a la vitamine D. Par contre, je crois. Il y a autre chose aussi, c'est que tout dépend de l'étiologie de l'hypothyroïdie. Hein. Parce que l'étiologie primaire ou première, c'est plutôt les thyroïdites auto-immunes. On a décrit des déficits en vitamine D associés à des associations entre déficit en vitamine D et auto-immunité thyroïdienne. C'est peut-être ça, il fait allusion à ça. Ça, je suis entièrement d'accord, oui. Donc, s'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres? Pour les malades qui ont suivi une période de flou totale, oui. On commence la dose initiale. On commence par des doses… Donc, alors, tout dépend de l'âge. Si c'est un patient jeune, il n'y a pas d'antécédent cardiologique. On peut aller rapidement. Hein. Les chirurgiens, souvent, c'est les chirurgiens qui les mettent sous traitement. Premier jour, il commence à 50. 3 jours après, 100. 150, c'est rapide. C'est rapide. Oui, ils font ça. Hein. Ils font ça. Ils viennent nous voir après 10 jours. C'est rapide. Ouais, ils viennent nous voir au bout de 10 jours avec les 150. Ils disent ils ont fait le… Mais sinon, il faut aller doucement, c'est-à-dire… des paliers de 2 semaines, moi, je fais des paliers de 2 semaines. C'est même une semaine et on utilise. Quand c'est quelqu'un qui n'a pas un passé cardiologique, un sujet jeune maintenant, de 50 ans, moins de 60 ans, il n'y a pas de problème cardiologique. Première dose, c'est-à-dire par exemple, au début une semaine après, vous montez au 2e palier, une semaine après, 3e palier, et jusqu'à ce que vous atteignez… Parce qu'il y a un emballement du métabolisme de base par rapport aux hormones thyroïdiennes. كلش يزيد
Maintenant, la fréquence cardiaque, tout s'emballe. Donc, vous imaginez pourquoi si on a un sujet âgé, fragile, quand même, pas taper une dose, il va faire une ischémie myocardique et c'est ça le souci. Hein? Enfin, mais c'est vrai, il faut être prudent. D'ailleurs, moi, c'était ma question, bêta-bloqueur et des situations qui m'aident. Est-ce qu'on met, parce qu'il y a certains qui mettent des bêta-bloqueurs, s'il vous plaît. Quand il y a une hypertension, des chiffres, on met des bêta-bloquants. Avant l'hypertension, c'est-à-dire par rapport Pourquoi il faut un périmètre total? Ça dépend. Ça dépend de l'indication. C'est une thyroïde qui est prise complètement toxique avec des nodules. Si elle est suspecte, s'il garde un moignon, ça va. Il y a une liste de l'eau sur 2 temps. Par exemple, si c'est un néothyroïde, madame confirmée, là, on ne peut pas. Il faut une thyroïdectomie totale. Si c'est un goître multinodulaire, vous allez faire l'ablation d'un lobe et garder un lobe dystrophique. Non. Tout dépend de la maladie de Basedow aussi. Donc, on part sur des thyroïdectomies totales. Non, tout dépend. J'ai une question très intéressante. Oui. Je ne suis pas dans l'hypothyroïdie. De... Non, parce que c'est une situation clinique. Je reçois des patients, s'il vous plaît, mesdames. Je reçois des situations où là, je suis dans l'hyperthyroïdie par contre. Parce que je sais que dans quel est l'emballement de la thyroïde et sécrétion de la TSH. Moi, quand je suis vraiment d'une hyperthyroïdie, sur le plan clinique, elle est parlante, elle est patente. Et là, est-ce que je dois mettre, je sais que l'effet tératogène de la carbimazole, je sais que le Basden, on peut le donner. Vous parlez de l'hyperthyroïdie pendant la grossesse. Exact. Mais là, sur le plan clinique, je dirais, il y a tous les signes d'hyperthyroïdie. Alors, l'hyperthyroïdie pendant la grossesse, tout dépend. Donc, si elle est due à une maladie de Basedow, donc qu'on pourra étiqueter par un dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH. Les TRAC, oui. Exactement, donc pas les TRAC. Si c'est le cas, donc on va sur des traitements, mais avec de faibles doses de carbimazole. Là, on n'a pas l'autre. Basden. Pas le Basden, le PTU, voilà, le propylthiouracil, qui est le mieux indiqué chez la femme enceinte. Donc, on utilise de carbimazole, mais à la dose minimale, permettant donc d'avoir au moins une réduction des symptômes. Maintenant, si c'est une hyperthyroïdie gestationnelle, qui est due à l'effet de l'ACG propre. Donc là, il faudrait juste un traitement symptomatique, parce que des fois, donc, il y a des vomissements, il y a un état, on réhydrate, on donne un petit peu une vitaminothérapie, on surveille, et c'est les symptômes qui disparaissent au bout de quelques semaines. Parce que j'en ai eu. Le service est souvent plein avec ces malades, 2, 3, 4 patients qui nous sont orientés par des gynécologues. Il suffit de faire une bonne réhydratation, un traitement des fois avec les bêta-bloquants, même les bêta-bloquants. Parce que même quand on essaye de rassurer ces parturientes, elles ne sont pas rassurées. Parce qu'ils reviennent de la gynéco, elle me dit non, elle me dit il faut attendre, ne vous inquiétez pas, parce qu'effectivement, il y a l'emballement de la sécrétion de la TSH et ça va rentrer dans l'ordre. On le voit souvent dans les grossesses gémellaires, où il y a la quantité d'ACG beaucoup plus importante, et donc il y a une surstimulation thyroïdienne. Mais là, il faut juste un petit peu rassurer. Des fois, on les hospitalise de manière abusive. On les hospitalise pour les rassurer. On fait une perfusion, on règle sur le plan électrolyte, on donne un antiémétique, on donne de la vitaminothérapie. Et ben, au bout de quelques jours, les choses rentrent dans l'ordre. C'était en dehors de la question. Je suis désolé, mais c'est un truc. Parce qu'on en voit souvent. Moi, je vois souvent ça. C'est un espace de discussion. Il y a beaucoup de consultations comme ça. Parturiente en hyperthyroïdie. Donc, on est dans les temps. Je ne sais pas si ils n'ont pas de questions. Peut-être on a privilégié les gens les qui étaient à jeunes, distance. les résidents. Vous n'avez pas de questions. Même pas une seule. Bon, c'est la vedette. En tout cas, c'est comme ça. Merci pour ceux qui sont derrière le micro, pas derrière l'écran. Oui, merci pour votre attention. Je vous en prie, merci beaucoup. Je tiens à remercier nos deux éminents professeurs, de toute façon les deux professeurs, professeur Bezien qui est venu d'Oran, bien sûr, de la Ribère, et professeur Bouzira. De toute façon, nous sommes Bouzira. Bouzira. Docteur professeur Bouzira. De toute façon, on est à Mostagana chez lui. Ça fait 2 mois que je suis là. Merci beaucoup. De toute façon, c'était des présentations excellentes. Et je sais que c'est excellent parce que d'ailleurs, même les présents là, de toute façon, c'est pour rendre service, c'est la vie de tout le monde. De tous les jours, c'est la pratique. Exactement. Et en plus de ça, de toute façon, les messages qu'on a reçus, beaucoup de messages, parce que je vous remercie beaucoup. Objectif merci beaucoup, il faut remercier. Je tiens à remercier, merci. Je tiens à remercier aussi de toute façon tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement, bien sûr, à Mostaganem, à savoir Nashida, Lila,
Karim, de toute façon tous les délégués, et en particulier Abdeljalil. Et je remercie tous les présents ici, que ce soit les médecins généralistes et le staff de médecins généralistes. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. D'accord, merci beaucoup. Abdeljalil. C'est à ton tour de le remercier. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Et à la prochaine, Inch'Allah. C'est pour l'audience. Au revoir. Bravo à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonne soirée, comme ça. Soirée à vous. Il n'y a pas de souci.